C'est quoi? Une sorcière africaine? Gentille en tout cas. Elle joue de la musique pour les fleurs. Et pour les animaux aussi. C'est la charmeuse de serpent, peinte en 1907 par le douanier Rousseau. Un douanier? C'est même pas un vrai peintre. Si, mais il n'a commencé à faire des tableaux qu'une fois à la retraite. Et pour faire des jungles pareils, il était douanier en Afrique ou en Amazonie? Non, il allait au jardin des plantes et après il peignait. C'est pour ça qu'il s'imaginait qu'au paradis, c'était comme dans la jungle. Tout le monde croyait ça à cette époque. Ils étaient bien naïfs, les gens. Oui, d'ailleurs, le douanier Rousseau faisait de la peinture naïve. Il n'avait jamais appris à peindre et ne voulait pas obéir aux règles classiques. Mais comment tu sais tout ça, toi? Ben, tout le monde le sait, non? Incroyable! Quel gros naïf! La charmeuse de serpent, musée d'Orsay. Tiens, mais qu'est-ce qu'elle fabrique, la dame? Les cribleuses de blé de Gustave Courbet, 1854. Eh ben, c'est des cribleuses de blé! Ouais, je te remercie. Et c'est quoi des cribleuses? Je pense qu'elle passe le blé dans un grand tamis et les bons grains tombent sur le tissu par terre. Et celle qui dort, là? À mon avis, elle fait la même chose, mais grain par grain. Et elles font ça toute la journée? Les pauvres! Mais c'était super fastidieux avant les travaux de la ferme. Maintenant, il y a des tas de machines. Mon grand-père, il a un tracteur. Il a une ferme, ton grand-père? Oui, j'y vais à toutes les vacances. Je m'amuse drôlement. Et j'aide aussi. Comme Courbet, alors. Non, écoute ce que la critique a dit à l'époque. Un grand format pour un sujet de si peu. Pourquoi de si peu? Parce qu'en 1850, les peintres ne peignaient jamais les gens de la campagne dans leur vie de tous les jours. C'est vrai qu'on s'y croirait presque. Vous sentez l'odeur du foin? C'est exprès, le peintre, il voulait qu'on sente la vie des gens. Alors je suis sûr que tu sens bien la vie du petit garçon, là. Y a que lui qui fait rien. Les cribleuses de blé, Nantes, musée des Beaux-Arts. C'est pas possible! Ils ont dû se tromper sur l'étiquette! Devinez ce que c'est? Une danseuse très élégante? Une femme jockey? Non, il est marqué joueuse de polo, Chine. T'as raison, le polo existait déjà en Perse et en Inde. Les riches Chinois de la dynastie Tang l'ont introduit en Chine au 8e siècle. Et pourquoi ils en ont fait des statuettes en argile? C'était une tradition de mettre dans sa tombe ce qu'on avait aimé dans sa vie. Ça s'appelait les Minji. Et je te parie que celui-là avait une équipe de polo de femmes. Alors ils se faisaient faire des statuettes de tout. Leurs femmes, leurs enfants, leurs chiens. Oui, et même leur armée avec les chevaux et tout l'équipement. Un peu comme les Égyptiens. Oh là là! Cette tradition vient en remplacement de la coutume qu'avaient les aristocrates de se faire enterrer avec leurs serviteurs vivants pour qu'ils les suivent dans l'autre monde. Ah, c'est horrible! Enterré vivant et avec son maître! Bah dis donc, j'aurais pas aimé mourir à cette époque-là! Moi si! J'aurais mis des sculptures de tous mes jouets! Délire pas, y aura jamais une tombe assez grande pour mettre tout ton bazar! Bah... La joueuse de polo, Musée national des arts asiatiques, Guimet. King Kong! Franchement, ça m'étonnerait. Gorille enlevant une femme d'Emmanuel Frémillet, 1887. Dans King Kong, je crois que c'était bien plus tard. Il est drôlement impressionnant. On dirait un vrai. C'est normal, le sculpteur a étudié en détail l'anatomie des gorilles au musée d'histoire naturelle. Au zoo, quoi. Il a l'air enragé. T'as vu comme il tient la femme? Il l'a enlevée parce que sa tribu tue les gorilles. Tu veux dire que c'est de la légitime défense? Mais la pauvre! Elle a aucune chance face à ce monstre! Vous croyez qu'il va la dévorer? C'est pas carnivore, les gorilles. Il va peut-être demander une rançon. Ah, je suis mort de rire. Regarde plutôt les trous qu'il a dans le dos. Il a été blessé par les chasseurs. Et alors? Il n'avait qu'à enlever un chasseur. Elle ne lui a rien fait, elle. C'est le morceau de mâchoire de gorille qu'elle a sur la tête qui a dû le rendre furieux. Quelle idée de mettre ça sur sa tête, c'est dégoûtant. Ben, c'était leur bijou. Ça devait avoir de la valeur, un crâne de gorille. Bien fait pour elle. Elle avait qu'à pas faire sa coquette.
Gorille enlevant une femme, Nantes, musée des Beaux-Arts. C'est du Picasso, ça? Bah oui, d'après ce que j'ai lu, il adorait être au bord de la mer et peindre des femmes sur les plages. Moi, je croyais que Picasso mettait les yeux sur le côté, le devant derrière, des trucs avec des formes bizarres, quoi. Oui, mais il a aussi fait plein de tableaux dans des styles différents selon les époques. Là, c'était en 1922. C'est marrant. Elles sont grosses, mais elles ont l'air toutes légères. Énorme, tu veux dire? Tu te rends compte de la taille de leurs bras? N'empêche, on dirait pas qu'elles courent, on dirait qu'elles flottent. Évidemment, Banane, elles sont au bord de l'eau. T'es bête, c'est parce qu'elles écartent leurs bras comme des ailes en regardant le ciel. C'est peut-être des danseuses. De ce gabarit-là, tu rigoles. Non, ce sont des sportifs qui s'entraînent. Elles ont dû faire de la gonflette. Ouais, mais à l'hélium alors. Deux femmes courant sur la plage, musée Picasso. Eh ben, elle fait sa mystérieuse, celle-là. Elle s'appelle Modigliani. Patate, c'est le nom du peintre. Elle, c'est Antonia. En plus, c'est marqué là. On voit pas ses yeux, ils sont ouverts. C'est pour lancer des lasers. Ça lui fait un regard qui tue. Des lasers en 1915? N'importe quoi. Ils sont quand même bizarres, ses yeux. On se demande à quoi elle pense. Et le cou, on dirait une femme girafe ou une statue tellement elle est raide. C'est malin, peindre une statue. Il aurait mieux fait de sculpter tout de suite. Ah, mais il l'a fait. Modigliani était aussi sculpteur. Quand même, il est super sombre, ce tableau. Il devait être triste, ce Modigliani. Non, c'était un bon vivant. Il avait plein d'amis peintres. Mais il était pauvre, avec une santé fragile. Il est mort à 35 ans. C'est vieux ou c'est pas vieux, 35 ans, hein? Quand même, j'aimerais bien savoir à quoi elle pense. Ben, elle se dit pareil en te regardant. Mais à quoi elle pense, celle-là? Hein? Antonia, musée national de l'Orangerie. Vise un peu tous ces animaux. Un singe, un lion, un chien, et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une licorne. Ouais, je savais. Ça doit faire loucher cette chose entre les yeux. Moitié chèvre et moitié cheval avec sa corne de narval. La licorne est un animal imaginaire. Oh, dommage. Pourtant, c'est la classe, une licorne. Et ça, c'est imaginaire? Les lapins, les chèvres, les chiens qui volent avec les oiseaux? Non, c'est une très vieille façon de dessiner. Ah bon, mon petit frère, il dessine comme ça? C'est la perspective du Moyen-Âge. Ils disent que ce qui était loin est en haut du tableau, alors que ce qui est devant est en bas du tableau. De toute façon, c'est pas un vrai tableau. On dirait un canevas de ma grand-mère. Oui, parce que c'est une tapisserie du temps des chevaliers. À mon seul désir. C'est le titre de la première des 6 tapisseries qui forment la Dame à la licorne. Il y a une licorne, mais il n'y a ni cheval, ni chevalier. Ils faisaient tout le temps la guerre. Oui, et leurs femmes restaient seules à tapisser. Ah, elles avaient le temps. Les guerres, elles duraient au moins 100 ans. La Dame à la licorne, à mon seul désir, musée national du Moyen-Âge, Cluny. On dirait un portrait de mon oncle Joseph avec ses grosses moustaches. C'est un collage sur bois de Jean Harpe. Mais c'est bizarre, ça me fait plutôt penser à... Ah, une grosse amibe, comme dans le microscope de l'école. Une grosse amibe à moustache alors. Étrange ces formes. Et là, on dirait... L'amibe de l'oncle Joseph, vue au microscope. Bah, pourquoi t'es tout rouge? Pousse-toi, on voit plus l'oncle Joseph. Pas sûr que ce soit l'oncle Joseph.
En fait, le tableau s'appelle... Femme, Donc c'est pas une moustache. c'est sa poitrine et là-haut sa bouche. Et le nombril. Oui, Jean Harpe était... passionné par les formes rondes et naturelles comme les nuages et les galets. Ou les annules. On n'était pas loin alors. C'est pas la mythe de l'oncle Joseph. C'est celle de la femme à barbe. Femme, Jean Harpe. Oh, vous avez vu ce géant? Une géante, c'est d'Alberto Giacometti. Femme debout, 1960. Ah ouais, t'as raison, même qu'on voit sa poitrine. Qu'est-ce qu'elle est grande et mince, on dirait un vrai mannequin. C'est parce qu'elle mesure 2,75 m, 3 fois et demi ta taille. Sans blague. Mais pourquoi faire des trucs aussi grands? C'est parce que Giacometti voulait étirer les formes au maximum pour montrer que la taille et l'apparence n'ont pas d'importance. C'est quand même une sculpture. Puf, ça, une sculpture. On dirait un fil de fer sur lequel on a collé des formes. Mais c'est justement ça la technique de Giacometti. Il partait du fil de fer et il rajoutait de la matière autour. Ah oui, je comprends. Quand on fait de la sculpture à l'école, on nous donne un morceau de terre et on doit en enlever. Lui, il fait tout le contraire. C'est comme s'il sculptait le vide qu'il y a autour. Nouille comme elle doit arriver au même résultat, un spaghetti. Qu'est-ce qu'elle est belle. Moi, plus tard, je serai comme elle. Et je ferai tous les défilés de mode. Et maintenant, mesdames et messieurs, on applaudit bien fort Notre nouvelle Miss Bricolage, Mademoiselle Fil de Fer. Femme debout, Alberto Giacometti.